Bonjour et bienvenue sur ce premier live Cartesia Éducation dédié au no-code et à l'intelligence artificielle. Donc je suis Johan Arzu et pendant la prochaine heure, on va travailler ensemble donc à mieux comprendre ce qu'est le no-code et l'intelligence artificielle. Donc ce live s'intitule Initiez-vous au Product Building No-code et à l'intelligence artificielle, et c'est le premier live donc de Cartesia No-code qui va vous amener à mieux comprendre ce qu'est le no-code et l'intelligence artificielle. Et avant de commencer, je vais vous demander donc de me dire si vous entendez bien dans ce live, et si c'est le cas de me le dire dans le chat. Ça me permettra également de vérifier que le chat fonctionne bien. Donc il est inutile de prendre des notes sur ce live no-code, puisque vous pouvez télécharger dès maintenant dans le chat donc le support du live, et vous pourrez également le recevoir par email. Donc sachez également que vous aurez accès à un guide donc qui s'appelle 5 outils no-code incontournables pour lancer son projet no-code, dans lequel vous aurez accès donc à 5 outils no-code qui peuvent être très utiles pour développer votre propre projet. Donc le sommaire de ce cours, ça va être assez simple. Donc une première partie où je vais me présenter assez brièvement ainsi que mon parcours. Je vais ensuite vous expliquer les objectifs de ce live, ce qu'il va vous apporter, mais aussi ce qu'il ne va pas vous apporter, et les raisons pour lesquelles vous devriez participer au prochain live de Cartesia. Une première partie donc sera consacrée au no-code spécifiquement. Ensuite, on parlera un peu d'intelligence artificielle, donc ce sera une partie assez théorique, avec quelques slides pour vous expliquer de zéro de quoi il s'agit. Et ensuite, nous ferons un petit cas pratique d'une trentaine de minutes, dans lequel nous allons construire ensemble un projet no-code, donc une application mobile, qui fera intervenir également un peu d'intelligence artificielle. Et enfin, on parlera des différentes opportunités que le no-code et l'intelligence artificielle offrent en termes notamment sur le marché du travail. Donc en ce qui me concerne, donc, je suis Johan Arzu, j'ai 30 ans. J'ai commencé ma carrière dans quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec le no-code, donc ça illustre bien le fait que le no-code est vraiment assez accessible pour tout le monde, même aux non-développeurs. Et j'ai ensuite donc eu une carrière de data analyst dans différentes startups à Paris, et également de product manager. Et je suis product builder à temps plein depuis 2021, tout en sachant que j'avais commencé en loisir avant 2021, donc depuis 2018, et même avant, avec des outils comme WordPress. Donc aujourd'hui, mes outils de prédilection et ceux sur lesquels je suis très bien formé donc sont Flutterflow, Bubble, Make, mais également d'autres outils, mais on va dire que c'est les 3 outils que je maîtrise très bien. Et donc l'objectif de ce live pour vous, et je l'espère, c'est qu'à la fin, vous serez capable d'expliquer ce qu'est le no-code et l'intelligence artificielle à vos amis, à votre famille, à des personnes qui ne sont pas de ce secteur. Également de comprendre le potentiel du no-code et de l'intelligence artificielle, sachant qu'il y a une certaine puissance un peu décuplée lorsque l'on utilise les deux en association. Et enfin, donc, dans le cas pratique, nous apprendrons à automatiser votre veille professionnelle. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, et j'y répondrai avec plaisir naturellement. Donc pourquoi révolution no-code, ou plutôt évolution no-code? En réalité, le no-code n'est pas une révolution, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de totalement nouveau, puisqu'en réalité, depuis l'arrivée du premier ordinateur dans les années 1950, la démocratisation du développement a été crescendo. Donc au tout début, on avait besoin pour développer des programmes donc d'avoir des diplômes assez importants, d'être un expert. Très peu de personnes pouvaient coder à cette époque. Ensuite, on a donc développé des IDE, donc des environnements de développement, pour faciliter le travail des développeurs qui développaient des solutions numériques, donc plutôt logicielles. Et on a vu ensuite dans les années 2000 arriver les frameworks. Donc là, on avait qui existent évidemment toujours et qui sont utilisés
au quotidien par les développeurs traditionnels et qui facilite l'écriture de code. C'est-à-dire qu'au lieu de partir de zéro, on va faire appel à des librairies desquelles on va récupérer du code, donc des blocs de code, et cela accélère grandement le développement et permet aussi donc du coup l'arrivée de nouveaux développeurs et donc une démocratisation accrue du développement. Et donc on a eu ensuite une première génération d'outils no-code que vous connaissez sûrement, qui sont donc WordPress, Wix, Drupal, enfin tous ces outils qui ont permis pendant les années 2010 de créer des sites internet assez rapidement, même à partir de 2005. Et donc tous ces outils permettaient déjà de faire ce qu'on appelle des sites vitrines, donc soit pour présenter une activité d'entreprise ou de service par exemple, ou bien même on commençait donc avec Shopify à avoir la possibilité de vendre en ligne ou des plugins WordPress. Et depuis quelques années, notamment depuis, on va dire, peut-être, même si certains de ces outils existent depuis les années 2010, mais ça a vraiment pris son essor dans les années 2018, 2019 et puis 2020, et donc aujourd'hui on a une pléthore d'outils no-code. Donc là, j'en ai cité quelques-uns, mais on les reverra juste après. Donc Make, Webflow, Zapier, Flutterflow, Bubble, qui sont donc des outils no-code qui permettent de créer des solutions bien plus poussées que simplement des sites vitrines, puisque ces outils permettent aujourd'hui de réaliser des applications mobiles, des marketplaces, enfin ça permet vraiment de faire des solutions numériques très poussées. Donc on peut aussi imaginer à ce que ce sera demain. On voit d'ores et déjà des projets et des startups, notamment Marblicip, donc qui est incubé à l'incubateur Y Combinator aux États-Unis, qui propose de générer des applications à partir d'un prompt. Donc on décline l'application que l'on souhaite, on clique sur Generate My App et on a son application qui est générée grâce à l'intelligence artificielle. Alors il faut savoir qu'on est vraiment au tout début, hein, évidemment. Aujourd'hui il n'existe pas à ma connaissance d'applications complètement générées par intelligence artificielle qui soient en production, bien que de nombreuses études montrent que par exemple certains codes d'entreprises comme Google, on se rend compte qu'il y a à peu près 20-25% du code qui est généré par intelligence artificielle, puisque les développeurs aujourd'hui utilisent ChatGPT, Copilot de GitHub pour générer du code lorsqu'ils ont besoin d'assistance sur certaines problématiques. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est le no-code? Moi je le définis assez simplement. En fait, il s'agit de différentes plateformes et d'outils de développement qui permettent de créer des solutions numériques sans avoir à coder, ou presque. Donc là, on a beaucoup parlé du no-code, mais il y a un terme qui s'appelle donc le low-code, et qui fait référence justement à ces solutions no-code qui permettent d'injecter un peu de code personnalisé dans le cas où on voudrait dépasser certaines limites du no-code qui sont par exemple la personnalisation ou la sécurité ou la performance de ces applications. Donc là vous voyez sur la slide donc une capture d'écran de l'outil Flutterflow et d'un scénario Make, et on verra juste après. Donc si vous avez bien compris, le no-code permet donc de développer aujourd'hui donc des solutions numériques d'ordre différent. Donc on a d'une part les sites internet, donc on en a parlé avec WordPress, Drupal, Wix. Aujourd'hui, des outils comme Webflow, Framer sont très recommandés pour les sites vitrines notamment, ou pour les blogs, puisqu'ils ont des capacités de référencement SEO assez importantes, d'animation également. On va avoir des outils aussi comme WeWeb ou Softair qui vont eux être plutôt préconisés lorsque une entreprise développe des outils internes. C'est assez puissant, mais la personnalisation d'interface est peut-être moins importante que dans d'autres outils comme Bubble et Flutterflow. Donc ces deux derniers outils sont très utilisés aujourd'hui par tous les développeurs no-code, donc pour développer soit des applications web complexes comme des marketplaces, ou encore Flutterflow qui lui est davantage utilisé pour développer des applications mobiles. Donc ça c'est le premier cas d'usage du no-code.
On va avoir un deuxième cas d'usage qui est l'automatisation. Donc là, on n'a pas forcément la nécessité ou l'envie de créer une interface. On va simplement vouloir automatiser des processus. Donc par exemple, en entreprise, j'aimerais que lorsque je reçois un email, je le retrouve dans mon channel Slack, si j'ai une messagerie Slack ou Discord, si j'ai une messagerie Discord. Je souhaite envoyer un paiement automatiquement à réception de la facture de tel ou tel autre client. Donc tous ces processus peuvent être automatisés aujourd'hui avec des outils donc, comme Make et Zapier. Donc Zapier étant sûrement le plus accessible, et donc ensuite on peut descendre dans la complexité. Et évidemment, là encore, plus l'outil est complexe et plus on a accès à une personnalisation importante de l'automatisation. Donc ensuite, on va avoir tout ce qui est projet data. Donc là, on peut avoir des problématiques de data. C'est souvent utilisé dans les entreprises en interne. Donc là, on va avoir des outils pour faire des dashboards analytiques qui vont simplifier la récupération des différentes données dans vos outils internes, ceux que vous utilisez déjà. Donc là, j'ai mis quelques exemples, donc Retool, Google Data Studio ou encore Airtable, qui est très utilisé dans les entreprises aujourd'hui. Et enfin, donc on va avoir un quatrième cas d'usage du no-code, donc qui est l'intelligence artificielle, où on va pouvoir faire un peu, enfin en tout cas utiliser l'intelligence artificielle en utilisant du no-code, donc sans coder. Donc si on a bien compris et si on résume un petit peu, donc 4 applications, site internet, application mobile, logiciel, donc tout ce qui est applicatif, l'automatisation, les projets data et l'intelligence artificielle, qui sont donc 4 univers qui peuvent être aujourd'hui activés sans nécessairement la compétence du code. Donc à qui s'adresse le no-code? Évidemment, il s'adresse aux entreprises, en particulier les TPE et les PME, car même si je ne l'ai pas abordé, le no-code permet une réduction importante des coûts puisqu'il ne nécessite pas d'embauche d'un développeur traditionnel, bien que la montée en compétence sur les outils no-code est quand même importante, donc le coût est réduit certes, mais il n'est pas de zéro non plus. Donc c'est pour ça que généralement c'est très utile pour les TPE et les PME qui n'ont pas forcément accès aux compétences de développement. Également, donc les entrepreneurs sont très friands du no-code puisque ça leur permet de prototyper très rapidement des outils ou même plutôt des produits qu'ils peuvent mettre sur le marché assez rapidement, en quelques semaines. Et enfin, donc les product builders, on verra d'autres métiers à la fin de cette présentation, mais donc qui sont ces développeurs, donc ces nouveaux développeurs qui prennent en main tous ces outils pour les intégrer dans des entreprises ou pour eux-mêmes ou encore pour des entrepreneurs qui souhaitent lancer des MVP. Donc 3 points sur le no-code. Donc comme on vient de le dire, donc les développeurs traditionnels développaient donc en codant. Les product builders, donc eux arrivent et font globalement ce que faisaient les développeurs auparavant, mais ils ne le remplacent pas, c'est-à-dire qu'ils sont assez complémentaires puisque les développeurs d'une part développent les outils no-code et d'autre part sont quand même nécessaires sur des projets de grande envergure puisque le no-code ne permet pas aujourd'hui de résoudre toutes les problématiques des entreprises, qu'il s'agisse de performance, de sécurité ou de personnalisation. Il est parfois tout de même important d'avoir des développeurs traditionnels. Et j'ajouterais enfin que le no-code est souvent perçu comme une solution miracle, c'est-à-dire que on pourrait penser que comme il réduit les coûts, il accélère les temps de développement, que c'est une sorte de solution miracle et en fait le no-code demande tout de même un certain temps d'apprentissage. Il faut prendre en main tous ces outils, il peut se passer plusieurs mois pour bien comprendre un outil en profondeur. Et j'ajouterais que les compétences, en tout cas certaines compétences de développeurs sont nécessaires lorsque l'on développe en no-code, notamment les logiques de programmation. Il faut tout de même comprendre, disons même simplement les architectures des applications, comprendre ce qu'est une base de données, un back-end, un front-end, une logique, une if ou même une boucle. Enfin, il y a vraiment toute cette notion de développeur traditionnel qu'il est nécessaire d'acquérir. Donc maintenant qu'on a parlé du no-code, on va parler donc de l'intelligence artificielle.
Donc de quoi s'agit-il? Un bref retour historique, ça va être très rapide, je ne suis pas historien de l'intelligence artificielle, et encore ici l'objectif n'est pas de vous rendre expert du sujet en 30 minutes, 1 heure, mais plutôt de vous donner quelques clés de compréhension. Donc l'intelligence artificielle, le terme intelligence artificielle a été proposé par John McCarthy en 1956, et donc entre 1956 et globalement, on va dire peut-être, allez je vais dire 2017, l'intelligence artificielle est un champ de recherche, donc pas très grand public, avec beaucoup de personnes qui travaillent en fait sur vraiment des problématiques fondamentales de recherche et d'intelligence artificielle. Et c'est vraiment en 2017 que donc, Google a publié un papier dans lequel il décrit un réseau de neurones qui s'appelle donc les transformers. Donc là, peut-être qu'on va pas forcément rentrer en détail de ce qui est un réseau de neurones, mais pour simplifier, c'est un modèle d'intelligence artificielle. Et donc ils ont publié ce papier qui décrit ce réseau de neurones, et l'entreprise OpenAI, créée en 2015, a pris ce modèle publié par des chercheurs de Google et l'a utilisé pour développer ChatGPT. Alors on pourrait se demander pourquoi l'intelligence artificielle arrive qu'aujourd'hui. Eh bien, il y a 3 phénomènes qui convergent. Le premier, c'est l'augmentation des puissances de calcul. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la loi de Moore qui en fait décrit la multiplication de la puissance de calcul des processeurs et donc de la capacité de calcul de nos ordinateurs. Donc c'est le premier point. Le second point, c'est l'augmentation des données disponibles, notamment avec Internet, tout simplement, depuis les années 2000, puisque il y a de plus en plus de données disponibles et une capacité importante d'utiliser ces données pour entraîner des modèles. Et enfin, le troisième point, qui est peut-être un peu moins souvent cité, mais il s'agit en réalité d'un point important, c'est que là où de nombreuses entreprises de l'intelligence artificielle ont investi dans la recherche de nouveaux modèles d'intelligence artificielle pour améliorer les réseaux de neurones, pour voilà, trouver d'autres solutions. Donc OpenAI s'est assis sur l'existant et a simplement, je cherche le mot, on va dire, utilisé les modèles existants et mis un certain nombre de données à l'intérieur, en mettant énormément de moyens dans la puissance de calcul, puisque plus on met de données, plus il y a de calculs à faire, et donc plus cela coûte cher. Donc il y a eu des milliards de dollars investis dans ces premiers modèles. Et ça a été le pari d'OpenAI de faire cela, et ils se sont rendus compte que donc le résultat était très concluant. Donc j'aimerais attirer votre attention sur quelques chiffres, et notamment un qui est 2 mois. Donc ChatGPT, le chatbot donc de OpenAI, a réussi à atteindre les 100 millions d'utilisateurs en 2 mois seulement. Là où on compare avec les autres grandes applications comme TikTok, Instagram, Facebook, on se rend compte qu'il fallait plusieurs années, voire 9 mois pour TikTok, mais on se rend compte que ChatGPT a atteint beaucoup d'utilisateurs en très très peu de temps. Et naturellement, cela indique l'intérêt de l'outil pour les personnes qui l'ont utilisé pour la première fois, la force que l'outil a eue auprès de ses premiers utilisateurs qui ont répandu la parole, ont décrit en quoi ChatGPT était très utile dans leur quotidien. Donc aujourd'hui, ChatGPT et plus largement les modèles d'intelligence artificielle dont on va parler juste après sont utilisés pour créer des outils. Donc là, j'ai cité quelques exemples, mais naturellement, il y a des centaines d'applications. Donc tout d'abord les supports clients automatisés, donc la possibilité d'améliorer les chatbots qui existaient auparavant. La création de contenu, donc beaucoup de personnes utilisent ChatGPT aujourd'hui pour générer des textes, des vidéos, des images. De la data analyse également, on pourrait citer quelques exemples où aujourd'hui il est possible de donner un fichier Excel à ChatGPT et de lui demander de faire une analyse de ces chiffres. Alors naturellement ici j'attire votre attention sur le fait que il est important aujourd'hui de faire attention aux données que l'on envoie à ChatGPT et à n'importe quel autre modèle en ligne. Ça reste quand même donc notamment si c'est des données sensibles, des entreprises privées qui accèdent à vos données.
Et donc au quotidien, vous pouvez vous-même simplement demander à ChatGPT de corriger vos textes, d'améliorer un email, d'effectuer une recherche. Voilà, si vous souhaitez connaître les taux des emprunts immobiliers aujourd'hui, vous pouvez demander à ChatGPT, il pourra vous répondre puisqu'il est connecté directement à Internet. Ou encore demander des explications, vous pourriez avoir envie, par exemple, de connaître l'intérêt d'une holding si vous êtes entrepreneur ou tout autre type d'explication. Donc qu'est-ce que l'IA générative? Très rapidement, les modèles aujourd'hui qui existent donc, sont des large language models, donc qui sont en réalité donc, des modèles statistiques qui permettent de prédire les phrases mot après mot. Donc il s'agit simplement de prédire la suite d'un texte. Vous avez déjà été confronté à ce type d'intelligence artificielle avant même l'arrivée de ChatGPT avec Gmail par exemple, ou même Google quand vous tapez une recherche et que vous avez une proposition de mots, donc d'autocomplétion, vous avez ici une intelligence artificielle qui rentre en jeu. Donc concrètement, un large langage model, qu'est-ce que c'est? C'est donc un utilisateur qui donne une instruction qui peut être multimodale, donc ça peut être un texte, ça peut être une image, ça pourrait être une vidéo, ça peut être énormément d'informations qui sont donc données au modèle. Donc on a beaucoup cité OpenAI, mais donc Gemini, l'IA donc de Google, et Mistral AI qui est une entreprise française. Donc sont des modèles qui sont entraînés sur des données d'entraînement par les entreprises, et il y a également la possibilité pour les utilisateurs de, on appelle ça fine-tuner un modèle sur ses propres données. Donc ça peut être très utile par exemple si on a un cas pratique très spécifique, par exemple un chatbot qui serait expert fiscaliste. Aujourd'hui, les modèles entraînés par OpenAI, Gemini, Mistral AI ne sont pas capables de répondre à des questions pointues et très précises sur le droit fiscal. Et donc il peut être intéressant d'entraîner ces modèles préentraînés vendus par ces entreprises sur des données de législation fiscale pour permettre à votre chatbot d'être plus spécifique et plus précis sur vos questions. Donc ces modèles donnent une réponse à l'utilisateur final. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, les utilisateurs donc, qui donnent ces instructions peuvent être remplacés par autre chose que des utilisateurs. Ça pourrait être un autre programme qui donne une instruction. Pour garder l'exemple assez simple, on pourrait aujourd'hui avoir quelqu'un qui donne une instruction. Par exemple, peux-tu envoyer un email à Tom? Donc le modèle va traiter cette information, va identifier une action à effectuer et envoyer une réponse donc structurée, donc en format JSON, on le verra juste après pendant le cas pratique, qui est finalement la réponse du modèle de manière structurée, et donc cela permet d'anticiper la structure de la réponse et d'aller chercher les informations dont on a besoin. Et cette réponse structurée permet d'interroger donc soit d'autres modèles, soit d'intervenir directement sur des logiciels, donc typiquement pour l'envoi d'emails, mais également sur des robots. On peut imaginer ça par exemple dans le monde industriel, que des robots soient connectés à ces modèles, puisqu'ils permettent l'envoi de réponses structurées. Donc on va passer au cas pratique. Donc ce cas pratique, il est assez simple. Ce que j'ai eu en tête en le concevant, c'était de vous permettre de voir à la fois le no-code, à la fois de l'intelligence artificielle et en même temps de l'automatisation. Donc j'ai pris un exemple d'application assez simple que j'ai moi-même utilisé dans mon travail, qui est donc l'automatisation d'une veille professionnelle à partir des différentes sources d'informations qui m'intéressent. Donc vous voyez en haut ce que l'on appelle une user story que vous pouvez rencontrer dans n'importe quel projet de développement, qui en fait correspond à la description d'une action effectuée par un utilisateur final de votre application. Donc dans notre cas, notre utilisateur aimerait recevoir un résumé des actualités
auquel il est abonné dans une application mobile personnalisée. Donc c'est ce que nous allons faire. Concrètement, donc si je vous montre à quoi cela pourra ressembler à la fin. Donc c'est très simple, hein. Naturellement on ne peut pas rentrer dans le détail, mais donc on va avoir un feed d'actualité avec la possibilité voilà, de les supprimer. Donc là je les ai supprimés, on ne les aura pas pour la suite. Et l'idée ça va être de récupérer automatiquement depuis les sources qui nous intéressent les actualités et qu'elles s'affichent dans notre application mobile. Donc techniquement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de créer un scénario sur l'outil Make, qui, on verra juste après, hein, ne vous inquiétez pas, l'interface. Là, je vous explique simplement ce qu'on va faire. Donc on va dans un premier temps écouter les nouvelles actualités. Ensuite, on va scraper les pages que l'on souhaite, enfin des informations que l'on souhaite récupérer. Donc on va simplement lire la page. On va donner cette page au modèle d'OpenAI, donc à un assistant qu'on va faire ensemble. On va résumer cette actualité. On va ensuite créer l'actualité dans la base de données de notre application mobile. Et ensuite, on va afficher les actualités dans l'application mobile. Hop, donc, voilà. Donc là, on est sur l'outil Make. Voilà. Donc nous sommes sur l'outil Make, et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un nouveau scénario pour donc écouter les actualités que l'on souhaite récupérer. Donc par exemple, moi je m'intéresse à la vie politique de notre pays, à la vie publique, et donc je vais sur le site de vie publique et je m'aperçois qu'il y a donc des actualités que je peux lire en cliquant dessus, naturellement comme un site classique, mais voilà, j'ai pas forcément le temps de lire tous les jours tous les articles, et donc pour me faciliter la vie, je souhaite tous les matins recevoir un email me montrant, ou plutôt avoir cette application mobile qui me permet de voir très rapidement les actualités du jour, les faits saillants, et donc cela me permet de gagner du temps. Donc concrètement, ce que je peux faire aujourd'hui, c'est de récupérer ce qu'on appelle un flux RSS. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Généralement, tous les sites d'actualité vous donnent ce type de flux, puisqu'ils sont utilisés dans de nombreux logiciels. Donc là, par exemple, sur le site qui nous intéresse, vie publique, je récupère les flux. Donc nous, ce qui nous intéresse, on pourrait s'intéresser aux lois, mais on va se contenter des actualités pour simplifier l'exercice. Donc ici, j'ai un URL qui contient alors, est-ce qu'on peut l'afficher ensemble? Bon, il a pas l'air de vouloir l'afficher. Mais donc, on va le mettre directement dans Make. Donc, si vous avez bien... C'est vrai que je ne vous ai pas forcément présenté l'outil Make, mais donc Make, c'est une application qui vous permet donc de créer des scénarios. Des scénarios, c'est une chaîne d'actions qui peuvent être réalisées. Et en fait, ces actions sont liées à des applications. Donc là, Make permet de se connecter à de très nombreuses applications. Donc par exemple, tout à l'heure, je parlais du fait de pouvoir récupérer un email via Gmail. Donc typiquement, Gmail est accessible dans Make. On peut donc watch emails, écouter les emails. Et ici, typiquement, le scénario, il va se lancer dès qu'un email sera reçu. Donc naturellement, il faut configurer. Mais dès qu'un email, par exemple, tombera dans ma boîte email, le scénario se mettra en route. Et donc là, je pourrais, par exemple, pour un scénario très très simple, utiliser Slack et envoyer un message dans Slack. Voilà. Ça, c'est l'exemple très très simple. Maintenant, on va pousser un peu plus loin la réflexion. Donc nous, ce qu'on a dit, ce qu'on veut faire, c'est donc récupérer les flux RSS de... Hop.
hop, on veut récupérer les flux RSS du site Vie publique. Donc on a dit qu'ils étaient dispo globalement sur tous les sites d'actualité, hein. Vous pouvez faire le test j'avais mis Le Monde, bah, typiquement Le Monde il faut être abonné, mais même tous les sites d'actualité vous permettent de récupérer les flux RSS. Donc là, on peut mettre un nombre maximum d'éléments à retourner, donc on va mettre 50 pour pouvoir récupérer un certain nombre d'éléments. Et donc là, on va pouvoir choisir à partir de quand on veut récupérer les actualités. Donc là, si on fait juste un exercice rapide, on voit bien que le premier article, qui est accès à la culture en zone rurale, est bien le premier article, ou le dernier plutôt, publié sur Vie publique. Donc on voit bien qu'on récupère les informations d'actualité. Donc pour faire le test, pour vous montrer simplement, voilà, donc là je l'ai configuré pour récupérer les actualités de viepublique.fr. Donc je clique sur Run Once, et ici je récupère une opération qui correspond à deux actualités. La première, accès à la culture en zone rurale, et la seconde, que commémore-t-on le 11 novembre. Donc il s'agit bien des deux derniers articles récupérés ici. Maintenant, si je pourrais évidemment tous les récupérer en faisant ceci. Hop. Et là, vous voyez, donc les bundles, c'est les actualités. Donc là, il en a récupéré 10. Souvent, les flux RSS ont un nombre maximum d'éléments. Donc là, il nous a donné les 10 derniers éléments publiés sur Vie publique. Très bien. Ici, on voit que le scénario va écouter ce flux toutes les 15 minutes. On peut changer cela si ce n'est pas une actualité que l'on veut, à la minute près. On pourrait simplement mettre une fois par jour, par exemple. Pardon. Donc everyday, par exemple. Voilà, on peut leur dire récupère-moi toutes les actualités du jour sur Vie publique à 20h. Très bien. Donc maintenant qu'on a cette information, ce qu'on veut, parce que si on regarde bien ce qu'on récupère dans le bundle, on voit bien qu'on ne récupère pas déjà on ne récupère pas de résumé, donc c'est intéressant, on va utiliser ChatGPT pour nous résumer l'information, mais surtout on ne récupère pas le contenu de la page. Donc là, ce que l'on peut faire, c'est utiliser un outil qui s'appelle ScrappingBee. Donc là, on est bien sur du no-code toujours puisqu'on n'a pas codé. Et ScrappingBee va vous permettre d'aller récupérer des informations d'une page web. Donc c'est naturellement très pratique puisque vous pouvez récupérer donc dans le scénario l'URL récupérée du module précédent. Donc là, on va récupérer l'URL. Et donc là, on a une variable qui est l'URL et qui nous vient du premier module. Hop. Donc il y a des règles d'extraction, alors ça on pourrait en parler plus longuement, mais donc un site internet, dans un site internet, il y a quand même du code naturellement, puisque même si c'est des outils no code, c'est généré par, c'est du code qui est généré derrière. Et donc dans ce code, il y a des informations que l'on... Parce qu'il faut... disons que si on dit à ScrappingBee de scraper toute la page, il va vraiment tout nous récupérer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le contenu de l'article. Donc on n'a pas besoin de tout le contenu. On a juste besoin de ceci. Hop, je le récupère ici. Qui a un sélecteur CSS. Donc je rentre pas dans le détail, mais c'est pas vraiment du code, hein, c'est très simple, il suffit de faire clic droit et d'identifier l'élément que l'on veut, donc je rentre pas dans le détail, mais naturellement ce serait quelque chose ce serait les bases finalement de CSS qu'on ferait si vous suiviez un cours complet de no code. Hop, donc maintenant si on fait le test, hop, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. J'y répondrai naturellement avec plaisir. Hop, donc là, on va récupérer des articles et on va le passer dans ScrappingBee qui, on le rappelle, va lire le contenu de la page si tout se passe bien. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Alors il peut arriver, hein, naturellement, notamment quand même en développement, hein, qu'il y ait des petits bugs comme ça. Ça fait partie du développement traditionnel, mais donc du développement no code aussi. Là, ce qui doit se passer, c'est que la page est lue avant que l'élément que l'on souhaite récupérer ne soit affiché dans la page. Et donc ça provoque cette erreur. Donc on va lui dire d'attendre l'élément que l'on recherche, hop, qui est celui-ci. On va réessayer. Voilà. Donc là, ça a fonctionné. On a une petite bulle et on voit qu'il y a donc deux éléments qui ont été récupérés. Donc c'est normal puisqu'on a récupéré deux articles, le bundle 1 et le bundle 2. Donc il a été lire les deux articles qui lui sont rentrés dans le premier module. Donc ça rentre ici et ça ressort ici. Et donc on voit qu'en sortie, on a bien le contenu de l'article ici. Hop. Voilà, donc là on a récupéré tout le contenu de l'article qui nous intéresse, qui est celui-ci. Donc là concrètement, on a sélectionné. C'est vraiment comme si j'avais fait sélection, pomme C, CTRL V, voilà, copier-coller. Donc on a récupéré cette information, et maintenant ce qu'on veut faire, c'est le passer dans OpenAI. Donc avant de le faire ici, on va ouvrir l'interface de OpenAI. Donc vous, si vous l'avez utilisé et que vous n'avez pas de compte OpenAI de développeur, ou que voilà, vous avez juste été sur ChatGPT, vous avez juste eu l'interface de chat, qui est, donc, visuellement c'est pas celle-ci, mais voilà, il suffit de poser une question, donc par exemple, combien font 2 plus 2? Je lui pose cette question. Voilà, 2 et 2 font 4. Très bien, donc là on a un chat. Maintenant, OpenAI permet aux développeurs de créer des assistants qui possèdent des instructions spécifiques. Donc par exemple, on va dire, voilà, tu es un assistant spécialisé dans le tri d'emails. Voilà. Et après, on va donner des instructions. Et donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc on va en créer un nouveau. Moi, j'en avais déjà créé un tout à l'heure, mais pour faire le test, on va en créer un nouveau. Donc on va l'appeler news parser. On va dire news résumé, allez. Et ici, on voit donc on a un champ qui nous permet d'entrer des instructions à l'assistant. Donc concrètement, ce qu'on va lui demander, nous, c'est de résumer l'information. Et OpenAI nous offre même la possibilité de générer cette instruction. Donc c'est ce qu'on va faire. On va lui demander donc ton travail est de résumer une actualité. Ah, j'aurais peut-être dû faire aussi en plus autre chose. Hop. Bon, il va récupérer la même instruction, mais je vais lui demander de me retourner le résultat en JSON. Donc le JSON, c'est le format structuré dont on a parlé tout à l'heure. Et je vais lui dire simplement de me mettre le champ summary, donc qui veut dire résumé, hop, en anglais. Voilà, donc là on a l'instruction complète avec les différentes étapes. Donc on demande de faire à l'assistant, donc de lire attentivement l'actualité, même si c'est un programme, donc la lecture, je ne sais pas si on peut parler de lecture, mais donc il va récupérer les informations essentielles et il va nous les retourner et on le spécifie sous format JSON. Alors OpenAI s'est rendu compte que parfois quand on demandait cela, ChatGPT ne retournait pas de JSON. Et donc pour ce faire, ils ont créé autre chose qui s'appelle le schéma JSON, et donc qui est une option que l'on peut cocher lorsque l'on crée un assistant, et c'est ce que nous allons faire. Hop, juste en dessous. Voilà, le format de la réponse. Donc là, aujourd'hui, il était en format texte, enfin juste avant que je le modifie, pardon. Et donc là, je vais lui demander de me
de respecter un format que je vais lui demander. Et donc là, j'ai juste copié le format de l'instruction que j'avais récupéré juste avant. Et comme l'instruction, ici, je peux générer directement la réponse. Donc si on fait un test avec l'actualité que je vais prendre en copier-coller d'ici, hop, copier. Je le passe simplement dans... Alors si j'ai une photo, ça va pas fonctionner, donc il faut que je l'enlève. Dans l'assistant pour tester, avant même de l'intégrer dans notre outil. Voilà, donc là on a bien une réponse sous format JSON, donc structurée, que l'on va pouvoir récupérer, qui contient donc le résumé de l'article. Donc là ce qu'il a fait, c'est qu'il a lu ce que je lui ai envoyé, et il me l'a résumé sous cette forme-là. Donc je pourrais même lui demander, parce que là je me dis c'est peut-être un peu trop long, donc je vais lui demander de... je vais lui rajouter une note en lui demandant de ne pas faire plus de 4 phrases par exemple. Hop. Hop, voilà. Enregistré. On peut refaire un test. J'ai l'impression qu'il a pris l'image. Ouais. Bon, ça reste toujours assez long. Hop, voilà. Donc notre assistant s'appelle News Résumé, et donc du coup, ce qu'on va pouvoir faire dans Make, c'est de récupérer cet assistant. Donc naturellement, j'ai connecté mon compte OpenAI dans Make, je l'avais fait avant. Mais donc du coup, mon assistant remonte bien dans Make, et donc je peux le récupérer ici. Et en message, eh bien, je vais lui passer le contenu qu'on a scrappé du site. Donc simplement, je vais marquer donc, article ou actualité, et je vais lui passer la variable de contenu que l'on aura récupéré au module précédent. Hop, ok. Donc maintenant, si on fait un test, hop, pas tout récupéré pour l'instant. Ok. Donc là, il est passé une première fois dans Scrapping Bee, donc on a récupéré le premier article. On le passe dans OpenAI pour lui demander donc de résumer. Hop. Et on a bien donc on a bien rentré le message actualité, donc on a récupéré le premier article qu'on a rentré dans OpenAI, et en output, donc en sortie, on a le bundle 1 qui correspond au résumé de notre article. Donc si on fait bien attention, il y a deux opérations, puisque il y a deux articles, donc voilà, il a récupéré les deux. Alors cette réponse, elle n'est pas traitable directement, on va parser du JSON pour pouvoir récupérer l'information correctement. Hop. Donc l'assistant, il est là, voilà. Et donc ensuite, on va pouvoir commencer à faire une petite interface rapide sur Flutterflow pour simplement voilà, afficher ces actualités une fois qu'on aura tout récupéré. Donc voilà. Donc là, l'intérêt de cette étape, c'est donc de récupérer cette chaîne de caractères et de le transformer de parser le JSON pour récupérer voilà, donc, summary et uniquement le contenu. Donc ça, c'est une variable qui s'appelle summary et qui contient donc le résumé de l'actualité. Et donc ça, maintenant, on va pouvoir l'importer dans notre base de données qui est connectée à notre application mobile. Et l'application, et les bases de données qui sont connectées de manière native avec Flutterflow, c'est Firebase, Firestore, et donc c'est c'est les bases de données qui sont développées par Google et qui travaillent très très bien et qui fonctionnent très bien avec le langage Flutter et donc Flutterflow. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est on va créer un document. Donc un document, imaginez un Excel
un document, c'est une ligne Excel. Donc en fait, pour chaque actualité, on va créer une ligne qui va contenir le titre de l'actualité, le résumé de l'actualité, la date de publication, et tous ces éléments, on va pouvoir les afficher derrière dans notre application Flutterflow. Donc j'avais préconfiguré certains éléments, par exemple j'avais déjà créé le projet pour aller un peu plus vite maintenant, mais c'est pas les opérations les plus compliquées. Mais donc du coup, on va créer un champ qui va s'appeler Summary, donc pour le résumé, qui va donc provenir, donc là on retrouve bien en fait toutes les données du scénario make, on va les retrouver ici, et donc on peut les utiliser dans notre base de données. Donc par exemple, on va créer, on va récupérer le summary, donc du module JSON. On va aussi pouvoir récupérer le titre de l'article, qui donc lui va pas provenir d'OpenAI, puisqu'il était déjà fourni par le flux RSS. Donc là, il suffit simplement d'aller le récupérer ici. On pourrait aussi récupérer donc la date de publication de l'article. Pour simplifier, on peut mettre que c'est la date d'aujourd'hui, hein, puisque de toute façon, si on le récupère tous les jours à 20 h, bon, bah, c'est la date d'aujourd'hui. Et donc pour ça, je ne rentre pas naturellement dans le détail de make, mais donc il y a énormément de fonctionnalités, et notamment bah, on peut récupérer par exemple la date d'aujourd'hui. Donc ici, timestamp, qui correspond à la date d'aujourd'hui, mais je pourrais mettre aussi now, mais je vais mettre timestamp, puisque je donne la valeur timestamp au type de variable published at. Voilà, donc là on crée l'actualité donc avec un résumé, un titre et une date de publication. Ok. Donc on peut aller voir ce qu'il y a dans notre base de données aujourd'hui. Il y a donc une base de données qui s'appelle news et on voit qu'elle est vide aujourd'hui puisque on n'a rien créé encore dedans. Mais si je lance le scénario maintenant make, hop, choose where to start, hop, on va tous les récupérer, donc comme ça on devrait en récupérer normalement 10. Et ils vont se créer au fur et à mesure. On va juste s'arrêter pour vérifier que le premier est bien créé, ensuite on passera sur Flutterflow pour créer notre interface. Hop, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Hop. D'accord, alors il n'a pas aimé... Oui, c'est parce qu'en fait on n'a pas sélectionné de collection, il faut quand même lui dire dans quelle collection on va créer cet élément, et donc là on lui a pas dit, et il ne le détecte pas. Hop. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va ajouter un premier document pour lui donner summary. En fait, il ne détecte pas cette collection, enfin cette base de données, et c'est sûrement parce qu'il n'y a aucun document à l'intérieur, et donc make ne le reconnaît pas. Donc là, si on refait un test, hop, on va réactualiser. Ça c'est très étrange. Hop. Hop. On va essayer de le marquer à la main. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions sur Make. Je répondrai, j'ai vu quelques questions passer, notamment sur la gratuité. Alors oui, tout est faisable gratuitement pour l'instant avec ce que je vous ai montré. Alors tous les outils no-code globalement ont la possibilité, offrent la possibilité de tester gratuitement. Alors la question c'est plutôt après le nombre d'opérations. Plus vous avez d'opérations et plus vous utilisez l'outil, plus naturellement on va vous demander de payer. Donc toutes les applications qui partent en production avec de véritables utilisateurs et des volumes de données importants, naturellement à un moment doivent payer pour accéder à l'entièreté du service. Et certaines fonctionnalités également sont payantes. On va en parler juste après avec Flutterflow. Mais là, tout ce que je vous montre, oui, c'est avec des outils gratuits. Oui, donc je voulais vous montrer, donc là ça s'est bien créé, donc on a bien, donc pour chaque actualité, un document qui se crée. Donc on peut vérifier ici, dans l'output, donc on a bien hop, la création d'un document avec un champ résumé qui résume l'article, la date de création, le titre. Ah, on pourrait peut-être même mettre aussi l'URL, je ne l'ai pas mis, mais c'est pas très grave.
Donc là, on voit bien dans la base de, si on retourne dans la base de données, on voit bien, voilà, donc qu'il y a d'autres documents, enfin d'autres actualités qui ont été créées. Et donc ça, c'est directement connecté à Flutterflow, qui se trouve juste ici. Hop. Et donc on va essayer de peut-être repartir un peu à zéro rapidement pour simplement vous montrer à quel point c'est simple, entre guillemets, même si, comme je l'ai déjà dit, il faut quand même monter en compétence sur les outils et sur les notions de programmation. Donc on va créer une nouvelle page qui va s'appeler Actualité, peut-être avec un S, ça sera peut-être... Hop. Donc c'est vraiment assez simple, hein, c'est très visuel, il y a beaucoup d'informations là, parce que si vous avez jamais ouvert Flutterflow, ça peut paraître être beaucoup d'informations, mais c'est assez intuitif. On a à gauche tous les paramétrages du projet. On va avoir une sorte de tree view ici, un peu comme sur Photoshop, où on va pouvoir voir tous nos éléments imbriqués les uns dans les autres. On a au centre le principal de l'application, enfin le rendu visuel de l'application. Et à droite, on va avoir tous les paramétrages liés aux éléments que l'on sélectionne. Donc là, par exemple, je sélectionne une colonne, et donc tous les éléments qui s'affichent ici sont liés à cette colonne. Donc très facilement, donc, dans cette colonne, on pourrait avoir envie de générer les différentes cartes avec les actualités. Et donc ce qu'on va faire, c'est ajouter ces cartes. Alors soit vous pouvez partir de zéro en créant votre propre design, si vous avez un designer ou si vous-même avez le goût du design. Sinon, vous pouvez simplement récupérer des cartes, enfin des designs créés par Flutterflow, voire même il y a une marketplace qui offre la possibilité de vendre ou d'acheter des designs et des templates en fonction de votre cas d'usage. Donc là, on a affiché une première carte avec une image. Donc nous, on n'a pas d'image, donc je vais simplement la retirer. Hop. Voilà. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici maintenant, c'est de générer à partir de la base de données que l'on a mis en place juste avant. On va générer les cards en fonction, ça s'appelle task détail, mais on va appeler ça plutôt news pour que ce soit plus clair. Voilà, news card. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une query sur cette colonne. Et on va donc, query, c'est donc requêter une collection qui s'appelle news. Et donc là, ce qui est bien, c'est que comme Flutterflow est connecté à notre base de données, il va récupérer notre collection news qu'on a vu juste avant. Et donc là, on va lister les documents, mais vous voyez qu'il y a d'autres options. On peut en récupérer qu'un seul, ou simplement compter le nombre de documents. Mais là, nous, on va tous les récupérer. On peut mettre une limite, c'est d'ailleurs recommandé pour des soucis de performance, notamment. Si vous avez 1000 entrées dans votre collection, vous risquez d'avoir des soucis de performance si vous essayez de tout afficher. Hop. Et je vais rien faire d'autre, je vais juste lister toutes les news. Donc là, c'est une alerte pour nous dire qu'on va générer les enfants de la colonne automatiquement. Donc là, on voit bien qu'il y a une première carte qui est ici, c'est celle que nous, on peut éditer. Et ensuite, on voit bien qu'il n'y a pas d'autres cartes, elles sont grisées. Ça signifie que ce sera des cartes qui seront générées dynamiquement en fonction du contenu de notre base de données. Je vais juste cliquer ici parce que ça peut mettre un peu de temps. Ici, donc, notre template nous proposait un texte qui peut être modifié ici, hein, on peut le modifier. Mais nous, on va donc l'afficher dynamiquement en fonction du document news qu'on aura récupéré auparavant. Donc ici, on va afficher le titre, par exemple. Et là, on va afficher la date de publication. Donc published at. Hop. Alors généralement, il est demandé une valeur par défaut. Donc, hop. Si jamais il y a, par exemple, ce champ est vide, eh bien, il affichera ce tiret. Donc là, pour l'exemple, pour l'exercice, c'est suffisant. Mais c'est pour gérer notamment les erreurs qu'il peut y avoir. Hop. Je vais sortir le texte du row. Alors naturellement, je suis désolé, je ne peux pas rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités qui sont là, mais là, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer que voilà, en glisser-déposer, on est capable de construire une application. Et je vais simplement afficher hop, le résumé en dessous. Hop, summary.
Donc cette icône, au lieu de mettre une flèche, on va mettre une croix pour supprimer l'élément si on n'en veut plus. Hop, on va mettre plutôt... Bon, je vous laisserai. Bah non, mais du coup on est en anglais, donc hop, cross. Est-ce qu'il y a une croix quelque part? Ou close. Hop. Ok. Hop. Et donc cette croix va nous permettre de supprimer une actualité, puisqu'une fois qu'on l'a lue, on pourrait avoir envie de ne plus la voir. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'au clic sur un icône, donc là on a vu le panel plutôt dédié au design, on voit bien les petites voilà, les propriétés. Mais il y a donc un autre panel qui s'appelle, un autre onglet qui s'appelle Actions, et dans lequel on va pouvoir établir des actions sur l'élément. Donc là, c'est l'icône qui est sélectionnée. Donc je vais pouvoir appliquer une action. Donc il y a énormément de possibilités. Là, on va rester très simple, on va juste récupérer OnTap. Donc en fait, quand on va cliquer sur l'icône, il va se passer quelque chose. Donc là, ça fait un peu, ça fait écho avec le scénario Make. Voilà, on va faire une liste on va enchaîner plusieurs actions. Mais l'action qu'on va vouloir maintenant, ça va être de supprimer un document, donc de supprimer un élément de notre base de données, qui est ici donc delete document. Et on va lui préciser lequel. C'est celui que l'on est en train, c'est celui sur lequel on est en train de cliquer, tout simplement. Hop. Voilà, hop, close. Et donc une fois qu'on va cliquer sur l'icône, ce qui va se passer, c'est qu'on va supprimer l'élément, et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure d'ailleurs quand je vous ai montré. Hop. Voilà. Voilà. Donc pour répondre à une question tout à l'heure sur les possibilités sur les éléments gratuits, donc par exemple Flutterflow offre de nombreuses fonctionnalités, mais notamment une qui est très pratique, qui est la possibilité de déployer directement l'application sur les stores, donc Apple Store et Play Store. Donc ça, notamment, c'est une fonctionnalité payante. Donc si vous ne l'avez pas payé, il vous faut donc télécharger le code et gérer le déploiement vous-même. Mais si vous payez donc l'abonnement, il me semble que c'est l'abonnement pro, vous avez la possibilité de déployer directement. Donc il y a une petite configuration à faire, mais elle est assez simple. Votre application sur les stores, modulo naturellement la validation des stores, mais j'ai déjà publié plusieurs applications sur les stores sans souci. Ce type de fonctionnalités, par exemple, qui sont évidemment très demandées, sont payantes, aux alentours, je crois, de 70 € par mois. Hop, donc hop là. Je vais la runner, parce qu'à mon avis... Donc là, si vous avez bien tout suivi, donc on a bien notre interface qui va afficher les actualités que l'on a récupérées juste avant. Hop, voilà. Donc on a bien récupéré le... Ah mais c'est bizarre parce que... Hop. Est-ce qu'on est sur le bon... Ah oui, on n'est pas sur la bonne page, en fait, il faut changer ça. En fait, on arrive sur la page d'avant, celle que je vous avais créée pour le test. Donc en fait, il faut changer un élément. Hop. La page d'entrée, voilà, qui doit être celle qu'on vient de créer. Donc là, en rechargeant, on devrait tomber sur notre page à nous. Hop. Donc je vois aussi une question sur la différence entre Bubble et Flutterflow. Alors ça, c'est une vraie problématique, hein, le choix des outils no-code. Il faut vraiment se renseigner parce qu'ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, si vous avez l'ambition de lancer un site de e-commerce, où le référencement est très important, ou une marketplace, je vous recommanderais pas d'utiliser par exemple Flutterflow, qui n'est pas très performant sur les questions de SEO et de référencement. Donc je vous recommanderais plutôt d'utiliser Webflow ou Bubble, qui est plus adapté, on va dire. De la même manière, si vous avez une application web qui demande une certaine complexité avec beaucoup de fonctionnalités, peut-être que Bubble est plus adapté, puisque Flutterflow est basé donc sur un langage de programmation qui s'appelle Flutter. D'ailleurs, parce qu'il faut bien comprendre que tous les outils no-code génèrent du code. Il y a quand même du code derrière tout ça, hein, d'ailleurs de plus ou moins bonne qualité. Hein. Donc là, la page par exemple que l'on vient de créer, elle s'affiche ici. Et donc ça, c'est du Flutter.
Et ce type de code à la base, il a été produit, donc c'est comme React, donc c'est un code qui est multiplateforme, mais mobile. Donc ça permet de développer rapidement pour Android et Apple. C'était pour ça qu'il a été créé par Google en 2018, je crois, ou dans les années après 2015 en tout cas. Mais il n'est pas vraiment adapté, enfin en tout cas optimisé pour le web. Donc même si il est possible d'utiliser Flutterflow pour une application web, ce n'est pas le plus optimal. Il faut vraiment voir au cas par cas en fonction de votre projet. Mais si on regarde donc toutes les plateformes disponibles pour Flutterflow, on a bien donc Android et iOS qui sont là par défaut. Ensuite, on a le web et on peut aussi faire des applications donc macOS et Windows. Donc c'est bien précisé que c'est en bêta et en alpha puisque et Linux aussi. Il peut survenir des problèmes. Enfin, et ce serait si vous développez typiquement un logiciel sur macOS, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais disons que si vous avez un projet mobile, d'application mobile, et que par ailleurs vous souhaiteriez le rendre disponible en web, mais que comment dire, votre application ne repose pas uniquement sur du web, Flutterflow peut être un choix judicieux. Hop, donc si on regarde, alors ça c'était le run. Voilà. Donc là on a bien notre page d'actualité qui affiche nos actualités. Donc là on pourrait s'amuser à se dire voilà, que voilà, la date n'est pas comme on l'aimerait, elle n'est pas formatée comme on veut. Donc on va pouvoir aller modifier très précisément le format de notre date, un peu comme sur Excel ou différents outils que vous avez déjà pu utiliser par le passé. Donc voilà, on pourrait lui demander de me donner une date relative par rapport à maintenant. Et il va modifier cette information. Voilà, donc là très facilement, en 30-40 minutes, on a réussi à créer cette automatisation de récupération des actualités, à le passer dans un scénario qui contient donc un module OpenAI qui permet de résumer l'actualité, mais on pourrait imaginer énormément d'autres choses. On pourrait lui demander de récupérer les chiffres clés, les dates clés. On pourrait aussi imaginer que on parse plutôt une fiche de poste, par exemple, pour détecter les missions ou les tâches pour, je sais pas, si on veut construire un outil qui permette de suivre la demande de compétences dans un pays donné ou sur un secteur donné. On pourrait très facilement effectuer cela avec ce scénario. Et donc ensuite, on a créé ces informations dans une base de données qui s'appelle donc Firestore et qui est reliée à Flutterflow, sachant que naturellement, je ne suis pas rentré dans le détail, mais vous pouvez utiliser d'autres types de bases de données avec Flutterflow. C'est une solution qui permet de personnaliser énormément ces projets. Et donc ensuite, on a affiché cette information dans une application mobile, donc Flutter, et qui est à 3 clics d'être sur les stores, puisque là je suis sur une version non payante. Mais très facilement, il est possible de le déployer sur les stores en une demi-journée. Et ensuite, seule la validation des stores est requise. Vous voyez à quel point il peut être simple de lancer son projet no-code simplement. Hop. Donc simplement maintenant, juste pour parler des quelques opportunités, parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus que ce que j'ai indiqué sur ce slide. Donc naturellement, ça ouvre de nouveaux horizons, de nouveaux métiers qui émergent avec l'arrivée du no-code et de l'intelligence artificielle, comme le logiciel a amené de nouveaux métiers comme product owner, product manager, ce type de métier, chef de produit qui n'existait pas il y a encore 20 ans, ou en tout cas pas aussi répandu. On voit donc l'émergence des product builders, donc qui conçoivent des produits donc pour eux-mêmes, pour des entrepreneurs, pour des entreprises, en tout cas qui se forment aux outils no-code pour fournir leurs services aux entreprises. On a également donc les no-code ops qui eux optimisent plutôt donc tout ce qui est processus interne à travers les automatisations, donc par exemple Make. Il y a vraiment des personnes qui sont spécialisées sur l'automatisation en entreprise et qui connaissent très très bien Make et les différents outils d'automatisation et peut-être un peu moins les outils qui permettent de construire des interfaces. Donc on appelle ça plutôt no-code ops. On va avoir les prompt engineers, donc ça c'est la capacité à rédiger de bonnes instructions pour une intelligence artificielle pour qu'elle comprenne
bien ce que l'on veut, comme ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Voilà, on lui a demandé de lire l'article, de le résumer. Donc ça, il y a une optimisation à faire pour réussir à tirer parti de toutes les capacités de l'intelligence artificielle. Il y a quand même des instructions à donner. Il faut aussi réussir à lui donner les bonnes informations pour qu'il délivre la valeur que l'on attend. Et il y a des dizaines d'autres métiers à venir ou déjà en construction. Donc je pense par exemple, on pourrait imaginer des réalisateurs intelligence artificielle avec Sora par exemple de OpenAI qui est un générateur de vidéos. Voilà, on pourrait imaginer que demain on aura des dessins animés de 5 minutes réalisés entièrement en intelligence artificielle. Donc ça ouvre de nouveaux métiers. Si on veut pas complètement se reconvertir et changer de métier, on peut aussi simplement utiliser toutes ces compétences dans son métier actuel. Voilà, si on est notaire, avocat, on peut soi-même connaître un petit peu ces outils pour simplifier son travail, pour améliorer sa productivité, oui, tout simplement pour être plus performant au travail. Donc l'idée, ce serait pas de changer de métier, mais simplement de se former aux compétences de demain. Et enfin, selon moi, une des clés sur toutes les formations no-code et intelligence artificielle que vous pourrez trouver en ligne, il y en a énormément. Pour moi, la compétence fondamentale, c'est de savoir acquérir les compétences seul, et j'entends par là naturellement pas complètement seul, hein, et je vous encourage naturellement à suivre des formations, notamment pour pouvoir comprendre les fondamentaux de la programmation et des outils no-code, donc soit pour construire rapidement et de manière qualitative, mais également pour vous permettre de choisir correctement vos outils. Je reviens à la question qui a été posée dans le chat, il faut connaître les différentes spécificités des différents outils pour réussir à prendre la meilleure décision sur le choix de l'outil no-code. Mais l'idée, c'est vraiment d'être en capacité, voilà, comme tout à l'heure, on a eu des problèmes sur Make, avec une erreur rouge qui apparaît, et bien de simplement être capable de trouver l'information, de chercher dans la documentation, souvent écrite en anglais, mais voilà, d'être capable de craquer les problèmes seul. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on apprend à maîtriser les outils. Donc je vous ai mis en complément voilà, quelques compétences clés qui ne sont pas forcément liées uniquement au no-code, mais qui vous seront d'une très grande aide dans votre parcours d'apprentissage. Donc sur l'architecture logicielle, on a parlé au tout début, sur le choix des outils no-code, on en a parlé également juste voilà, il y a 5 minutes. Sur l'auto-formation, simplement être capable de lire une documentation, de savoir où chercher l'information, d'utiliser les API, on n'a pas parlé, mais c'est des éléments fondamentaux dans votre parcours de développeur no-code, des logiques algorithmiques, voilà, de code classique, de base de données, de langage voilà, HTML, CSS, JavaScript. Et enfin, sur toutes les questions de sécurité et des questions d'éthique, on n'en a pas discuté sur l'intelligence artificielle, mais il y a naturellement des limites, donc si ce n'est pas technique, au moins peut-être morale et éthique, à utiliser certains outils dans votre parcours. Donc n'oubliez pas de remplir le formulaire en commentaire du chat, à nous donner des avis également hein, sur ce premier live dédié au no-code et à l'IA. Et enfin, vous pouvez télécharger, donc je crois que le commentaire oui c'est ça, donc c'est épinglé, donc vous pouvez télécharger le support du live, sur les 5 outils no-code incontournables, donc c'est ce dont on vient de parler, Flutterflow, Bubblemaker, avec des cas d'usage et les cas dans lesquels il est intéressant de les utiliser. Je vous remercie de m'avoir écouté, je suis ravi d'avoir ouvert cette première session de live no-code, et j'espère vous revoir, ou en tout cas vous revoir très vite. Au revoir.